Raula Libre, le média indépendant du pays Nissar. Au Café des Aiglons, bonsoir à toutes et à tous. Puis je vous demande bien sûr d'applaudir notre invité de ce soir, monsieur Sylvester Takak, s'il vous plaît, applaudissez bien fort. Bonsoir, monsieur Takak. Bonsoir. Merci à vous d'honorer ce rendez-vous ce soir avec tous les supporters, tous les supporters numéro 1 de l'OGC Nice, numéro 2, numéro 3, enfin tous les meilleurs sont là, je crois, n'est-ce pas Étienne? Non, les plus fidèles. Les plus fidèles sont là, bien sûr. Alors Sylvester, on va retracer rapidement le début de votre carrière, puisque vous avez une longue carrière à la fois de joueur et d'entraîneur, bien sûr. Alors vous êtes né le 8 novembre 1940 à Đurđevo. Đurđevo, je parle Đurđevo. C'est en Yougoslavie. tout à fait. Et puis vous avez commencé en fait à 18 ans à jouer en professionnel à Vojvodina Novi Sad. Vojvodina Novi Sad. Ça va, c'est bien prononcé là. Très bien. Donc là vous avez commencé, vous avez joué jusqu'à 26 ans, donc en Yougoslavie, et ensuite vous êtes arrivé au Stade Rennais. Comment ça se fait que vous êtes arrivé au Stade Rennais? C'est les agents de l'époque, c'est les... Oui, je pense que c'est un peu la tradition à l'époque en Yougoslavie que les joueurs à partir de 28 ans pouvaient partir à l'étranger à condition que le club les laisse partir. Par contre, il y avait une période de 6 mois où les joueurs pouvaient quitter la Yougoslavie à n'importe quel âge, à condition encore que le club soit d'accord. Donc j'ai quitté à l'époque Yougoslavie à 26 ans, comme les anciens joueurs yougoslaves, comme Skoblar par exemple, etc. D'accord. Et puis alors vous avez eu la chance de représenter la Yougoslavie en sélection. Vous avez marqué 2 buts en 15 sélections. Et vous avez aussi gagné les Jeux Olympiques. Oui, c'est en 1960, c'est ça? 1960, c'était en Italie, à Rome. Et j'avais à peine, j'avais même pas 20 ans. C'est une expérience exceptionnelle parce que déjà les Jeux Olympiques, quand on observe, à la télé, c'est joli, mais quand on participe et quand on partage la vie quotidienne avec les grands sportifs à l'époque. Et imaginez-vous que je côtoyais pratiquement tous les jours Vilma Rudolph, la sprinteuse américaine qui a gagné 4 médailles d'or. Donc on s'est senti important. Et bien sûr, surtout quand on gagne la finale, comme on a fait ça contre le Danemark à Rome, et c'était le sommet. Alors après votre carrière de joueur, donc vous avez entraîné, alors on va citer les clubs, on va pas trop s'apesantir sur ces clubs, puisque ce qui nous intéresse bien sûr c'est l'OGC Nice, c'est la victoire en Coupe de France bien sûr. Donc vous avez entraîné notamment à Sochaux, avec des joueurs bien connus, encore aujourd'hui, même Franck Sauzet, Franck Sisvest, Stéphane Paille, Albert Rust, Pierre Dréaussy, etc. Et vous avez entraîné aussi le Matra Racing de Paris, avec des joueurs connus aussi, bien sûr, Maxime Bossis, Alain Polagnoc, Olmeta, Tussaud, Francescoli, Littbarski, Luis Fernandez, etc. Et là, vous êtes enfin arrivé à Nice, en 1996. Alors racontez-nous comment vous arrivez à Nice, en fait. Eh bien, après l'expérience à Sochaux et puis Racing Paris, et puis de nouveau Sochaux, où je suis resté, la deuxième fois, je suis resté plus de 7 ans. Et donc, à un moment donné, on s'est quitté, parce qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Et évidemment, les pots cassés, c'est souvent l'entraîneur, c'est le plus facile. Comme disait Guiraud, il est difficile de changer les 11 joueurs, c'est plus facile de changer un coach. Et donc je suis resté sur la touche pendant quelques mois, presque plus d'un an. Et puis un jour, M. Mandarek, qui était candidat de reprendre le club à l'époque, donc il m'a contacté. Et finalement, l'affaire s'est fait assez vite, parce qu'il fallait se presser, étant donné que l'équipe s'est trouvée dans une mauvaise posture. Et puis voilà, en 1996, je pense au mois de novembre, je suis arrivé ici. Parce qu'en fait, vous avez remplacé Daniel Sanchez. Avant, il y avait Albert Héron, je crois. Tout à fait. Et donc, effectivement, le gym démarre le championnat assez mal, alors malgré qu'il y avait quand même une équipe assez, sur le papier qui était assez bonne, mais apparemment, la mayonnaise n'a pas pris, et donc
gym se retrouvait en bas de tableau et donc on vous a appelé un peu comme pompier pour essayer de sauver le club. Quoi. Et oui, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Mais en tout cas, pour moi c'était une expérience. On a essayé de faire. C'était pratiquement une mission impossible, mais on a fait tout et puis à un moment donné, je pense qu'il y avait une certaine opinion dans l'équipe ou l'atmosphère qu'on pouvait, comme si on avait accepté la descente, mais par contre on s'est concentré sur la Coupe de France. Et oui, donc là c'est assez paradoxal, parce que c'est une saison où le gym, on le sait bien sûr, hein, est descendu en Ligue 2, et par contre en Coupe de France, on joue aussi beaucoup à l'extérieur, d'ailleurs, parce qu'on joue 5 matchs sur 6 à l'extérieur, et on va jusqu'à la finale. Oui, on dirait que c'est un miracle, mais finalement l'équipe, je pense qu'on était bien concentrés, on s'est mis vraiment dans la tête qu'on pouvait faire au moins prouver que si en championnat on est avant-dernier, ou le dernier, je ne sais pas à l'époque, mais au moins que l'équipe et les joueurs valent quelque chose. Et je pense qu'ils se sont donnés vraiment, les joueurs, ils ont fait vraiment les efforts impossibles quelquefois, si je peux dire comme ça, parce que c'est vrai qu'on a joué l'autre match contre les clubs de deuxième division, mais quand vous jouez à la Coupe de France à l'extérieur, quel que soit l'adversaire, quel que soit le niveau, c'est difficile. Très très difficile. La preuve, je ne sais pas si je peux donner cet exemple. Oui, quand le PSG est perdu à Clermont. PSG qui a joué à Clermont-Ferrand, et il menait avec Rai, avec Valdo et tous ces grands joueurs, Ricardo, Gignola, les grands joueurs. Il menait 4-1, 20 minutes avant la fin. Et finalement, il se faisait éliminer. Et nous, on a joué à Clermont contre cette équipe. Oui. Donc, que vous connaissez le travail. Et oui, on s'est qualifié. D'ailleurs, on avait battu Bastia. Bastia, ça a été difficile. Guignon à domicile, Clermont, Laval. Valence au début, oui. Valence, on a commencé à Valence. Et à Valence, c'était une histoire assez intéressante parce que notre gardien de but titulaire, Marconi, était blessé. Et on n'était pas sûr s'il allait jouer. Et on savait qu'on risque de subir un peu les matchs, c'est-à-dire qu'il nous manquait encore là notre joueur. Et Romain vu que son remplaçant était aussi blessé. Et finalement, je me suis mis dans la tête, on prend le jeune Gregorini, qui n'a jamais joué. Et puis, j'ai confiance parce que je l'ai vu à l'entraînement. C'est vraiment un joueur qui a presque 2 mètres, il est impressionnant. Et puis finalement, au dernier moment, Marconi a joué, puis heureusement il a joué parce que c'était un match très difficile, mais on se qualifiait. Alors vous disiez aussi que ce qui a un petit peu fait la différence en championnat, c'est que devant les attaquants n'ont pas répondu aux attentes à vos attentes en fait. James Debat n'a pas fait une très très grande saison, même s'il met je crois une dizaine de buts malgré tout. Et puis on avait Roberto Honorati, mais lui a été blessé par contre. Oui, Roberto Honorati, c'est un cas assez spécial. Quand j'étais arrivé, lui, il était déjà en club, mais il était blessé. Et puis, je pense que, enfin, tout le monde le connaît, on sait qu'il n'a pas mené la vie tout à fait professionnelle, mais par contre, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Et moi, personnellement, et puis le président aussi, on a fait tout pour qu'il soit opérationnel pour demi-finale et éventuellement finale, parce qu'on a commencé sérieusement à croire qu'on peut aller jusqu'au bout. Et un jour, Honorati qui en championnat il n'a pratiquement jamais joué, je lui dis bon, prépare-toi, je compte sur toi, j'ai besoin, l'équipe a besoin de toi. Et en demi-finale, il a joué juste quelques minutes à Laval, il est rentré à la fin du match, il était un peu déçu parce qu'il espérait pouvoir jouer au départ. Mais je lui dis maintenant, tu te prépares pour la finale. Parce que là, on a vraiment besoin de toi. C'est un joueur hors pair. Et c'est un super organisateur.
Et bon, je ne sais pas si je dois continuer pour dire la finale, comment ça s'est passé. Si, oui, bien sûr, ça vous intéresse. Comme lui, physiquement, il n'était pas au top, mais il a joué. Et puis à la fin de 90 minutes, il a dit, coach, moi, je ne peux plus. Je suis mort. Je dis, non, toi, tu vas jouer parce qu'on a besoin de toi. Pas seulement pour les prolongations, Et pour le penalty. mais pour les penalty, parce que lui, il tire super bien penalty et lui était désigné comme le premier à tirer. Donc, si on démarre bien, C'est toujours bon. Ouais. il a tenu, je pense qu'il était mort après le match, mais il a tenu le rôle et puis il a marqué le premier but sur le penalty. Alors, vous me disiez que vous aviez eu un moment difficile aussi dans cette expérience. C'est en demi-finale, quand il a fallu choisir les 16 joueurs. À l'époque, on avait le droit qu'à 3 étrangers dans l'équipe. Et vous aviez dû, je crois que Zoran Milinkovic, vous n'avez pas pu le retenir, puisqu'il y avait Mohamed Chaouch, James Deba, et puis, alors un troisième, je me souviens plus du nom. Chaouch, et puis il y avait Kubica. Oui, Polonais, oui, c'est ça. Oui, c'était absolument difficile, mais bon, on est pour ça de prendre les décisions. Quelquefois, elles ne sont pas tout à fait agréables, parce que sur le plan humain et sur le plan footballistique, Milinkovic était titulaire, indiscutable, et il a joué tous les matchs, et c'était un super professionnel. Vraiment, lui, c'est quelqu'un qui se donnait à l'entraînement, au match à 100%. Malheureusement, j'ai dû prendre au moins 3 attaquants pour 2 places. Donc James Deba, Kubica et Mohamed Chaouch. Et donc le 4e étranger, c'est Milinkovic. Et je dois vous dire que moi j'ai du mal à lui dire, mais je l'ai fait. Puis finalement, il a regretté beaucoup, mais sportivement, il a accepté, même si c'était hyper difficile au départ. Alors vous me disiez que cette victoire en Coupe de France, il y avait eu plusieurs phénomènes. Vous l'aviez joué avec Sochaux, mais vous l'aviez perdu. Donc vous aviez, je ne vais pas dire que vous avez surmotivé vos joueurs, mais aussi il y avait un sentiment de revanche des joueurs en fait, qui faisaient un mauvais championnat et qui se sont dit on va essayer de se rattraper un petit peu, prendre une revanche. En fait, avec la Coupe de France, c'était un petit peu ça. Oui, d'un côté, c'est les joueurs que j'essaie de motiver par la revanche, qui prouvent qu'ils valent beaucoup plus que le classement, ce qui était vrai en réalité. Mais moi, personnellement aussi, j'avais envie de prendre la revanche sur la finale de la Coupe de France, avec Sochaux au tir au but contre Metz, on a perdu 5-4. Donc, quelque part, pendant 10 ans, enfin 9 ans après cette finale avec Sochaux, on a joué avec l'OGC Nice. Et pendant ces 10 ans, j'ai pensé qu'un jour on aura l'occasion de jouer encore une fois à la finale. Et donc quand la situation se présentait, déjà avant demi-finale, je pense avant quart de finale, déjà on a commencé pratiquement 3 fois par semaine, après l'entraînement, exercer tir au but. Et on a fait ça, comme je dis, avant quart de finale déjà. Et je pense que les joueurs ils se sont confrontés avec la situation qui n'est pas tout à fait la même que le match, parce que sur le plan psychologique, ça n'a rien à voir. Mais au moins, physiquement et techniquement, de se présenter devant le gardien de but. Ouais, ça c'est une répétition en fait. C'est une répétition. Comme le joueur de tennis, il répète le service, il répète le droit, le revers, le volet, tout ça. Donc nous, on a répété ça pratiquement tous les jours. Et puis pour la finale, je pense qu'on était prêts, et dans la tête, on était prêts. Moi, j'étais sûr que si on joue les prolongations et puis le tir au but, j'étais sûr qu'on allait gagner. Et je pense que un petit détail, j'ai transmis un petit quelque chose, cet optimisme aux joueurs. Et puis de l'autre côté, je dois dire aussi que les joueurs s'entraînaient pour tirer les pénaltys, mais aussi les gardiens de but s'entraînaient à arrêter les pénaltys. Donc d'un côté c'est Valanconi, on a mis 2 équipes l'une contre l'autre en pénalty. Et Robin Huyck et donc Valanconi qui était, je ne vais pas dire spécialiste pour le tir au but, mais c'est un très bon gardien de but. Et il a arrêté, je pense, au moins un penalty après les prolongations. Et puis vous me disiez que Vermeulen, dont on se souvient qu'il marque le dernier penalty, vous avez été surpris au moment où il a tiré parce qu'il n'a pas tiré du côté habituel, il a changé de côté.
Ouais, c'était bizarre. Peut-être qu'il savait que le gardien avait étudié déjà son tir, c'est possible. Vous savez, quelquefois, bon, j'ai tiré aussi le penalty dans ma carrière, et quelquefois, quand on tire le tir au but, on observe ce que les joueurs précédents font et comment ils font et comment les gardiens but. Parce que souvent, il y a des gardiens but qui plongent 5 fois sur 5 d'un côté. Et puis, il arrive ce qu'il arrive. Et Vermeulen, il a tiré toujours avec son pied gauche, là, dans son coin à gauche. Et puis je le vois, il part, donc c'était le dernier penalty, s'il marque, on a gagné. Et il va tranquillement, calmement, il ouvre le pied, et puis tout doucement tire à droite, et puis le gardien but part à gauche. Nous, on était tous surpris qu'il a osé de changer, parce qu'il s'entraînait, à tous les entraînements, il tirait de ce côté-là. Voilà. Et puis il y avait Gomis aussi. Il y a le cas de Gomis qui était il a raté, je crois, non? Il a raté, oui. Et à l'entraînement, c'était le meilleur joueur de pénalty. Ouais, mais ça, malheureusement, les pénaltys, même les meilleurs les ont ratés. Hein. Ouais, ça, bon, on se souvient de certains pénaltys, on va pas citer Platini ou Maradona, mais qui ont raté des pénaltys. Tout à fait. Alors c'est pourtant, voilà. Alors, oui, donc, alors pour vous me disiez que c'était. Alors vous avez eu des grands moments dans votre carrière de joueur, puisque vous avez été champion de Yougoslavie, bon, champion olympique comme on l'a dit, champion de Belgique comme entraîneur, mais il me disait que c'était. Non, champion en Belgique comme joueur. Oui, comme joueur, pardon, avec le Standard de Liège. Voilà. Et vous me disiez que comme entraîneur, c'était une joie immense de gagner la Coupe de France, parce que la Coupe de France, par rapport à un championnat où on arrive petit à petit, on sait qu'on va être champion 2-3 matchs avant la fin, enfin bon, on se prépare plus, quoi. Alors que là, c'est la pile ou face, quoi. Ouais, surtout, ouais, tout à fait. Les pénaltys, hein, ça se joue, ça se face. Quand on est champion d'un pays, bon, on voit la plupart du temps, ça se joue déjà au moins 3-4 matchs avant la fin du championnat, on sait qu'on est champion. Mais par contre, la Coupe de France, quand on joue la finale, et surtout les prolongations et les tirs au but, jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas si on est qualifié ou pas, enfin si on gagne la coupe ou pas. Et puis, quand Vermeulen, comme le dernier, quand il a tiré le penalty, quand il a marqué, c'est une explosion. Je pense qu'il est difficile d'écrire un peu la joie et les sentiments qu'on a. On pense qu'on vole. Et je me rappelle que moi je suis arrivé derrière le but au Parc des Princes, puis je saluais le public. J'ai oublié de faire la photo avec les joueurs, les dirigeants dans le centre. Et puis ça m'a rappelé aussi, après j'ai pensé, comment ça se fait que j'étais dans les nuages. Et je me rappelais aussi que quand l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde en 90 en Italie, avec Franz Beckenbauer comme entraîneur, lui, après la finale, il se promenait tout seul sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez cette image. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et effectivement, quand on gagne la Coupe de France, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je dois vous dire que quand j'étais gosse en Yougoslavie encore, je regarde souvent la télévision yougoslave a retransmis toujours chaque année les finales de la Coupe d'Angleterre. Et c'était la tradition de regarder au début du mois de mai. Je rêvais de gagner un jour la Coupe, quel que soit le pays. Et comme joueur, j'ai joué plusieurs fois à la finale, mais je n'ai jamais gagné. Et alors après, vous vous souvenez un petit peu du. C'était le dernier match au Parc des Princes. Tout à fait. Puisqu'après, ça s'est joué au Stade de France en 98. Et puis bon, vous vous souvenez un peu de la marée niçoise qui est venue au Parc des Princes, je ne sais plus, au moins 15 000 supporters, 15 à 20 000. Mais... Écoutez, le hasard voulait que les deux clubs avaient les mêmes couleurs. Oui, c'est vrai. Comme on a toujours ce soir, rouge et noir. Et nous, je voulais éviter d'aller au vert avec les dirigeants. Je me suis arrangé qu'on n'aille pas à l'hôtel, parce que avec Sochaux, on était à l'hôtel et on a perdu la finale. Et je me rappelle que Molinari, ex-président de FCMS, eux, ils étaient au centre Clairefontaine. À Clairefontaine.
Et je me suis dit, je dis aux dirigeants, il faut que nous, on aille à Clairefontaine. Là, on gagne. Et bon, on a gagné, mais on n'a pas gagné pour ça, mais on y croit tous. Et puis, en partant avec le bus de Clairefontaine jusqu'à Paris, jusqu'à Parc des Princes, il y avait alors je ne vais pas dire des milliers, mais des centaines, des dizaines de centaines de bus avec les drapeaux rouge et noir. Moi, j'imaginais que tout ça, ça vient de Nice. Pas de Guingamp, mais Nice. Et puis au stade aussi, après le match, c'était vraiment c'était quelque chose qu'on n'a pas souvent dans sa carrière de joueur. Puis après, il y a le retour triomphal à Nice. Bon, il pleuvait ce jour-là. Vous êtes monté sur un char de carnaval. Et puis bon, l'accueil du public niçois, ensuite le retour horaire, etc. Ça m'a touché. Et puis je me rappelle quand on est allé de l'aéroport au stade, ce qui m'a surtout touché, on voit sur le balcon, sur la fenêtre ouverte, les vieilles, les gens un peu plus âgés, les dames qui n'ont pas au stade de football, qui nous acclamaient, qui étaient comme nous, les joueurs et les entraîneurs. Bah écoutez, on vous remercie pour toutes ces belles histoires et puis cette belle victoire en Coupe de France. Puis on va vous demander, on va revenir un petit peu au présent maintenant, on va vous demander un petit peu votre sentiment sur le projet niçois en ce moment avec ce qui est construit au niveau du club par Jean-Pierre River et Julien Fournier. Vous en avez parlé, vous trouviez qu'on avait depuis retrouvé le sérieux et l'ambition? Bah écoutez, quand on voit que l'équipe s'est battue l'année dernière pour être champion, on n'était pas loin. Et je pense que, enfin j'espère surtout que l'équipe allait continuer dans ce sens, même si on a perdu les matchs, si on a pris un mauvais départ, mais bon, on sait qu'il y a quelques joueurs, quelques éléments importants qui nous manquent pour ces deux premiers matchs. Mais déjà avant, avec Claude Puel et le nouvel entraîneur qui est depuis un an ici, Lucien Favre, qui a fait un excellent travail en Allemagne. Je l'ai connu quand il était entraîneur à Hertha Berlin et puis Mönchengladbach. Il a fait de super résultats et il confirme ici. Je pense qu'avec le président, avec les dirigeants qui entourent les joueurs, on voit qu'on transfère les joueurs qui, il y a quelques années, ils étaient inabordables. Aujourd'hui, enfin, depuis l'année dernière, déjà, Balotelli, on a je n'ai pas besoin de citer Snyder et puis les autres plus jeunes qui sont moins connus, mais qui ont hâte de venir ici, ils ont envie de venir ici. D'ailleurs, Lucien Favre avait déjà cette saison la possibilité et les propositions d'aller dans d'autres clubs, en Allemagne notamment, mais il a accepté de rester ici, donc ça veut dire que c'est motivant de rester à Nice et de faire le travail ici. Je suis très, très content et puis fier quelque part que l'OGC Nice avec qui on a gagné la Coupe de France, qui de nouveau il est ambitieux, pas seulement qu'il est ambitieux, mais aussi qu'il a les moyens d'être ambitieux. Et j'espère qu'avec ce soir, avec notre adversaire qui nous sommes réussi bien, bon, même s'il y a des exceptions aussi, on va démarrer comme il faut. Voilà, qu'aujourd'hui, donc vous, votre actualité, vous habitez à Biot, je crois? Oui, je suis dans la région ici, donc à Biot, pas très loin. Puis vous continuez à faire du sport, puisque vous avez été classé 30 au tennis, donc vous continuez à jouer au tennis. Et puis vous faites, tous les hivers, vous allez à Isola à Oron au moins une fois par semaine avec votre club, avec un club de ski pour faire du ski. Bah, il faut rester en bonne santé, puis c'est amusant de faire du ski, et puis tennis aussi. Tennis, vous êtes à quel club, vous m'avez dit? C'est une bonne question. C'est Tennis Club Westfeller. Ça s'écrit comme ancien grand entraîneur en Allemagne, à Mönchengladbach justement, Weisweiler. Hennes Weisweiler qui était entraîneur de Barcelone aussi. Donc voilà, c'est la motivation, tennis, et puis un peu de jogging et tout. On reste pour faire l'activité, garder la forme.
Ben, on va passer aux questions des supporters qui aura à vous poser des questions. Alors, je vois Étienne qui a préparé sa question déjà. Ah, il y en a une là, par contre. Étienne, t'as le temps de réfléchir. Monsieur Tacat, bonsoir. Une petite question par rapport à l'équipe de France. Quel a été le match le plus dur en fait? La finale, psychologiquement, c'est difficile. Et parce que là, vous gagnez ou vous perdez tout. Et quand j'ai perdu déjà une fois avec Sochaux, la finale comme joueur, j'ai perdu 2 fois d'affilée en Standard de Liège contre Anderlecht en Belgique. Et donc, mais comme entraîneur avec Sochaux. Mais sur le plan footballistique, vous savez, je pense qu'il n'y avait aucun match facile. Franchement, il n'y avait absolument aucun match facile. Que ce soit demi-finale contre Laval, que ce soit contre Guignon ici, parce qu'à un moment donné, on était mené au score et on a perdu un joueur était exclu. Donc on a joué à 10 et finalement on a réussi à gagner. À Bastia, on s'est qualifié. Bastia, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Mais par contre, Bastia, c'était un bon domaine, je disais aux joueurs, parce que quand j'étais avec Sochaux, quand on est allé en finale, on a commencé avec les matchs à Bastia. On a gagné avec Sochaux 2-0. Et je disais, voilà, si on a gagné, on se qualifie, il me semble, au penalty aussi, avec l'OGC Nice. Donc c'est un bon domaine, parce que quand on gagne à Bastia, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de gagner là. Voilà, franchement, tous les matchs étaient difficiles. Donc après, on joue la Coupe d'Europe et on est éliminé de la Coupe d'Europe alors qu'on n'a pas perdu un match, parce qu'on fait un match nul sur le deuxième match. Est-ce que Rankin ne fait pas une erreur au moment où Ange-Libaud, parce que pour moi Ange-Libaud fait semblant d'être blessé et il le sort directement quoi? Bah écoutez, avant le match, on ne sait pas quelle est la meilleure solution. Il a fait pratiquement. L'équipe a bien joué là, ce match-là et on a perdu pratiquement dans la dernière minute sur le coup franc. Et malheureusement, il n'y avait pas un bon marquage. Je ne vais pas citer les joueurs, mais je les rappelle bien. Mais ça s'est joué vraiment sur peu de choses. Parce que Slavia, c'est un bon club. C'est un très bon club, même aujourd'hui aussi. Mais l'équipe a réussi à faire match nul ici, match nul là-bas. Mais match nul, ça ne suffisait pas, malheureusement. Je ne vais pas être méchant, mais c'est vrai que, comme on dit souvent, après la guerre, après la bataille, tous les généraux sont intelligents. Donc après le match, on peut dire, voilà, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Mais même nous, les entraîneurs, on se dit, oh, peut-être j'ai fait une bêtise là, mais bon. À un moment donné, il faut prendre la décision et je pense qu'un coach, il prend la décision la meilleure d'après ce qu'il pense. Merci. Merci à vous. Monsieur Tacac, est-ce que vous auriez une mauvaise souvenir de l'OGC Nice ou pas? Ah non, j'ai un excellent souvenir de la preuve. Je suis ici et je me suis installé tout près. Hein. Et puis j'entretiens un peu le contact avec Fred Joria et puis Jean-Philippe Mathieu et puis bon, quelques dirigeants secrétaires au club. Non, j'ai un très très bon souvenir ici. D'ailleurs, je veux dire, je considère mon plus grand, je ne veux pas dire plus grand succès, mais la plus grande joie pour moi, c'est de gagner la finale de la Coupe de France. C'est avec l'OGC Nice. Donc c'est un excellent souvenir. Par contre, je peux vous inviter à regarder mon album de la finale. Parce que j'ai un album comme ça, de la finale de la Coupe de France 97. C'est vrai? Ah oui. C'est content, et j'aimerais bien vous le faire voir. Faire voir avec plaisir. Ça me fait plaisir parce que même aujourd'hui j'ai découvert quelques photos. Il y a énormément de photos sur la base. Ah d'accord. C'est unique. J'ai le fagnon, j'ai l'album photo. Vous échangez les téléphones, voilà, après. Oui, avec plaisir. Et vous prenez rendez-vous. Je crois qu'il y avait Sylvain qui vous posait une question. Non, c'est pour... Moi j'avais une question, parce qu'en fait vous disiez vers Fred Joria, mais vous m'aviez dit, je sentais dans ce garçon, parce qu'à un moment vous l'avez mis capitaine, parce que
Vous m'aviez dit Thierry Crétier, il driblait un peu trop en défense, et donc, je suis pas pour le punir, mais disons que voilà, j'avais pris un garçon plus sérieux pour le mettre capitaine, donc c'était Fred Joria. Vous disiez qu'il était exemplaire dans son comportement, et que vous n'étiez pas étonné de le voir aujourd'hui, donc adjoint de Claude Puel, adjoint de Lucien Favre. Tout à fait. C'est une petite histoire. Certains se rappellent de Thierry Crétier qui était libéral, qui était un excellent footballeur. Et comme libéral, il prenait un peu trop de liberté, trop de risques. Et il prenait la balle et allait tout seul, comme Franz Beckenbauer à l'époque. Mais bon, il n'a pas la classe. Il n'y a pas beaucoup qui ont la classe de Beckenbauer. Donc, il perdait la balle souvent en défense et en gardien de but ou en libéral quand il perd la balle. C'est toujours dangereux, c'est pratiquement à l'occasion de but. Et je l'ai prévenu une fois, deux fois, et puis la troisième fois, quelque part au printemps, pas loin de la finale. On joue contre Nantes ici, il prend la balle, 0-0, il va avec la balle, perd la balle, contre-attaque, 1-0 pour Nantes. Je lui ai dit après le match, bon voilà, maintenant les paroles ça ne suffit pas, à un moment donné il faut des actes. Alors je l'ai remplacé, il était devenu remplaçant. Et puis à sa place, je n'avais pas beaucoup de choix non plus comme libéral. Et puis je faisais jouer Tatarian qui était arrière droit, il jouait libéral et il nous a fait une super affaire. Donc, finalement on a gagné la Coupe de France avec lui. Et puis quand on a joué la finale, et avant la finale, déjà j'ai pris Fred Joria qui m'a laissé une excellente impression dans son comportement, professionnalisme, sérieux et tout. Je dis c'est un exemple pour beaucoup de joueurs pour le groupe. Et pour le groupe, et je l'ai désigné comme capitaine. Pour la finale, je disais voilà, Thierry Crétier n'a pas joué. Mais il a bien accepté, il était prévenu, il a pris sa décision assez sportivement, puis il n'a rien dit. Je lui ai dit, tu viens avec nous en finale, tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas débuter, mais par contre, quel que soit, même si tu joues par la suite, tu ne seras pas capitaine. Le capitaine, c'est dorénavant Joria. Il a bien accepté, puis finalement, il est rentré les dernières 20 minutes avant les prolongations, donc il a joué arrière droit qui n'est pas à sa place parce que Savini était un peu fatigué, il était mort, et tout s'est bien passé. Et pour terminer avec Fred donc continue son chemin et ça ne m'étonne pas du tout. Et j'admire un peu sa persévérance et son sérieux dans la vie et puis dans son travail. Très bien. Écoutez, on est un petit peu pris par le temps, donc on va terminer sur cette phrase. Donc on va applaudir M. Takat, on va le remercier d'être venu, on va l'applaudir bien fort. Et puis là, on va vous laisser pour les petites photos, les selfies, les autographes. Donc il y a 5 petites minutes là pour faire tout ça. Et je vous donne des petites cartes, M. Takat. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai lì.